notamment en médecine humaine. Donc c'est un genre au sein de cette famille-là qui a la particularité d'avoir des éléments caractéristiques morphologiques qui sont importants à retenir, Mais il puisque faut ce que sont des je éléments qui sont souvent supervisionne tes évoqués par les trucs. laboratoires quand ils font des diagnostics, et notamment diagnostics présomptifs, on le verra tout à l'heure. Quand on a des prélèvements, parfois on peut vous donner des éléments très rapides sur ce qu'on peut voir dans le prélèvement en termes de présence de germes, et c'est un des premiers éléments qui peut vous être fourni, cette notion de forme des bactéries, et puis de couleur, à la coloration, d'une coloration qui est particulière pour les bactéries, qu'on appelle la coloration de Gram, qui vous sera évoqué pour beaucoup de micro-organismes qu'on vous citera, pour ceux qui sont cultivables en tout cas. Et donc là, en l'occurrence, on a affaire à des bactéries qui sont des cocci, donc je vais vous montrer, des bactéries de forme arrondie et qui sont gram positifs, donc qui prennent cette coloration de Gram qui est violette et qui permet de les différencier, de bien les individualiser sur un frottis de prélèvement biologique et sur l'identification présomptive qu'on peut en tirer, avec la caractéristique très intéressante qui est que ces staphylocoques, ils ont la particularité de se regrouper, de former des amas, même parfois ce qu'on appelle des tétrades, donc ils se regroupent par quatre. Et c'est assez pathognomonique de la présence de ce genre ou de cette famille. Donc parfois ça peut être confondu avec d'autres micrococcacées, mais puisque c'est la plupart des micrococcacées qu'on a en clinique sont les staphylocoques, ça permet souvent d'être assez prédictif de la présence de staphylocoques dans le prélèvement microbiologique que vous allez soumettre. Donc vous avez sur la droite ces éléments-là qu'on peut retrouver donc sur des frottis de prélèvements biologiques. Donc en haut à droite, vous avez quelque chose qui peut être par exemple un abcès qu'on a étalé, qu'on a drainé, qu'on a envoyé au laboratoire, et on fait un frottis à partir de ce prélèvement-là, et on voit des cellules sur ces grands éléments rosés. Et puis on voit aussi donc ces petites bactéries arrondies qui prennent cette coloration à la coloration de Gram, donc violette, et qui sont sous forme d'amas. Donc ça peut être une orientation. Et puis sur le bas à droite, vous avez plutôt un frottis sanguin. Donc on voit beaucoup de cellules que vous voyez là un petit peu plus rosées également, qui sont des hématies, des globules rouges, et qui prennent cette coloration-là sur une coloration de Gram. Et vous voyez qu'entre ces hématies, ces globules rouges, on voit ces bactéries. Et ces bactéries qui prennent cette géométrie-là et cette association de regroupement. Et vous avez même parfois, si vous savez bien les distinguer, notamment au centre, le regroupement par quatre, on a ces tétrades qui sont assez caractéristiques. Et là, on peut être assez prédictif et dire il y a du staphylocoque dans ce prélèvement. Et attention, on l'identifiera un petit peu plus tard. Je vous expliquerai un petit peu la dynamique d'identification et les temps qu'il nous faut pour pouvoir être un peu plus précis. Mais on peut déjà se dire il y a du staphylocoque dans ce prélèvement. Le moyen mémotechnique, c'est le graphe de raisin que j'ai mis à côté, à gauche, qui vous aide à retenir un petit peu les choses pour le staphylocoque. Donc dans ce genre Staphylococcus, cette famille, ce genre pardon, Staphylococcus, on va retrouver plusieurs espèces bactériennes. Donc ça, c'est vous avez dû le voir ça en préambule, on a les familles, les genres, puis les espèces dans la présentation des bactéries. Et dans cette quarantaine d'espèces, vous allez voir qu'on va surtout scinder deux éléments, deux groupes. Un où on a très peu d'espèces, et même quasiment aucune qu'on retient, qui est très très importante en pathologie, qui est le staphylocoque doré, Staphylococcus aureus, qu'on trouve dans beaucoup d'infections, qui est l'un des premiers principaux, la principale bactérie impliquée dans les infections communautaires, et je l'évoquerai tout à l'heure les situations cliniques où on le suspecte en particulier. Et puis donc l'autre famille, qui est l'autre groupe plutôt, qui regroupe les Staphylococcus non aureus, qui ont la particularité d'être au contrario au staph doré, donc d'être en croissance bactérienne sur des géloses que je vous présenterai tout à l'heure également, de ne pas se pigmenter, de ne pas avoir cette coloration dorée qui est caractéristique de Staphylococcus aureus, doré jaune un petit peu, et qu'on appelle donc des staphylocoques blancs en opposition un petit peu au Staphylococcus doré. Donc cette autre grande famille, vous verrez, ce sont des bactéries qu'on retrouve très très fréquemment à l'état de la flore commensale, notamment de la flore cutanée chez l'homme. Si on découvinait votre peau, chez chacun d'entre vous, on trouverait du Staphylococcus non aureus avec différentes espèces encore que je vous citerai tout à l'heure, qui seront retrouvées, qui sont présents de manière systématique sur notamment le revêtement cutané, mais pas uniquement, qui appartiennent à cette flore commensale, donc qui ne présentent pas de pouvoir pathogène majeur, et qui sont donc souvent d'intérêt mineur en médecine, mais qui parfois, au gré de certaines situations, certaines opportunités, peuvent être impliqués dans des situations plus pathologiques. Vous le verrez tout à l'heure, c'est notamment des bactéries qui peuvent coloniser du matériel, notamment des cathéters, notamment des prothèses,
par exemple, et qui peuvent donc, par ce biais-là, après diffuser dans l'organisme et créer des infections soit locales autour de prothèses, soit un peu plus à distance, par le biais de, par exemple, d'une connaissance d'un cathéter, l'atteinte de la voie sanguine et une diffusion après plus loin dans l'organisme, avec un point de départ qui serait ce matériel-là. Donc on l'évoquera tout à l'heure également, mais il faut bien retenir que l'espèce la plus importante dans ce genre est le Staphylococcus aureus, et je vais vous détailler quelques éléments qui expliquent son importance et sa virulence en particulier, et donc son implication dans les phénomènes infectieux. Donc on verra qu'on a de nombreuses pathologies, comme je vous le disais en introduction, communautaires ou extra-communautaires, par le biais de cette fréquence de présence de ces bactéries, de ces espèces, et notamment de Staphylococcus aureus. Vous allez voir ces chiffres-là à l'instant dans cette diapositive, dans le corps humain. Donc les germes commensaux, je parlais beaucoup des Staphylococcus non aureus comme commensaux des fleurs, et notamment de la flore cutanée, mais il faut savoir que Staphylococcus aureus est également un commensal chez l'homme, avec un réservoir naturel et fréquent, chez un nombre important de personnes. Vous voyez que ce portage, il est estimé à peu près à 30% des individus qui porteraient Staphylococcus aureus dans leur organisme, avec des degrés de portage qui peuvent fluctuer en fonction des zones du corps humain. Et puis dans le temps, c'est-à-dire qu'on a des porteurs qui sont transitoires et d'autres qui sont permanents. Vous m'excuserez 2 petites minutes, j'ai un petit souci. Je vous reprends dans 30 secondes. Merci. Recording in progress. À côté de ça, il y a d'autres syndromes toxiniques qui sont évoqués et qui sont fréquents également. On a notamment des atteintes cutanées par certaines toxines donc produites qu'on appelle les exfoliatines, des degrés de surface importants de la surface corporelle totale. Ça se manifeste souvent chez les jeunes enfants, mais parfois chez les patients immunodéprimés. On a des formes mineures parfois qui sont lymphético-bulleux, qui, à la différence du syndrome d'exfoliation, sont associés plus fréquemment à la présence de staphylocoque doré dans les lésions cutanées observées. Bon, peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a ces toxines qui ont des tropismes cutanés et qui peuvent entraîner ces problèmes de décollement cutané. Autre type de toxines, autre type de symptômes, on a ce qu'on appelle des entérotoxines aussi, comme le nom l'indique. C'est un tropisme plutôt digestif de ces toxines-là qui vont entraîner des symptômes qui peuvent être de 2 ordres. Donc on a le premier qui est lié à la présence dans un aliment consommé par la prolifération dans cet aliment de staphylocoque doré qui a reproduit cette entérotoxine et qui est consommé donc lors d'un repas qui entraîne des symptômes rapidement par l'action directe de la toxine sur le tube digestif avec des vomissements, diarrhée, qui est d'une gravité souvent assez limitée et qui est associée à une absence de fièvre par exemple et puis à une résolution spontanée assez rapide. Ça, c'est la toxine qu'on retrouve fréquemment dans des toxi-infections alimentaires collectives, dans certaines TIAC. Et puis, on peut avoir également cette entérotoxine qui est liée parfois à une production in vivo de cette toxine par staphylocoque doré qui aurait pu émerger sous l'effet d'une antibiothérapie chez un individu, qui aurait permis de sélectionner cette souche au niveau de la flore digestive. Et cette souche de staph doré présente en grande quantité dans le tube digestif pourrait produire via cette entérotoxine qui agit localement des symptômes majeurs pour le coup, là avec des diarrhées sanglantes intenses, de la fièvre dans ce cas de figure, des hydratations et des colites pseudomembraneuses qui peuvent avoir des retentissements fonctionnels très importants. Une autre toxine très importante à retenir, c'est celle qu'on appelle la leucocidine de pentonvalentine. Donc, comme son nom l'indique également, leucocidine, c'est-à-dire destruction des leucocytes. Donc, il y a une capacité de lyse de certains globules blancs et qui permettent de renforcer la virulence de la souche de Staphylococcus aureus. La particularité de cette leucocidine de pentonvalentine, elle est liée à 2 phénomènes cliniques qui sont de gravité un petit peu différente. La première, c'est la capacité à retrouver ce type d'infection au niveau du tissu pulmonaire avec des staphylocoques dorés qui produisent cette toxine au niveau de l'arbre respiratoire et qui entraînent des nécroses pulmonaires importantes avec des phénomènes notamment d'hémoptysie qui sont souvent découvertes post syndrome viraux et notamment grippaux et parfois chez des individus jeunes
notamment des patients de moins de 30 ans, et où ces pneumopathies nécrosantes sont souvent associées à des tableaux cliniques graves et une mortalité importante. On est sur 10 à 30% de mortalité dans ces tableaux-là. Et puis dans un syndrome un peu plus bénin, qui est la furonculose chronique. Et là, c'est la capacité qu'a cette toxine à produire des furoncles, donc pour le coup, qui peuvent se répéter et qui entraînent donc des gènes régulières chez un patient, avec une capacité pour certains clones aussi de diffuser en interhumain de manière importante, et donc à provoquer des furonculoses de manière épidémique, un petit peu dans un environnement soit familial, soit dans lequel les personnes ont des contacts. Donc on a parfois ça dans des collectivités, dans des écoles, dans des clubs de sport, etc. Et ça peut être des éléments qui font suspecter donc le staphylocoque doré, et nous permettent d'identifier la façon de prendre en charge d'une part le patient et d'autre part l'ensemble du processus épidémique qui est observé. Donc bien retenir en gros ces éléments-là, cette bactérie qui est capable, par ses caractéristiques, de bien être présente dans l'organisme de manière fréquente, de coloniser les tissus et de pouvoir régulièrement provoquer des phénomènes infectieux par ces caractéristiques de virulence qui sont notamment enzymatiques, avec des atteintes superficielles, des atteintes parfois plus profondes. Cette capacité qu'a cette bactérie à partir de terrains superficiels à aller par des foyers, par des diffusions septiques, atteindre des organes différents à distance, et parfois vitaux. Et puis l'autre phénomène important à retenir, c'est que le staphylocoque doré agit aussi par le biais de toxines qui agissent localement et souvent à distance, qui entraînent des syndromes qui sont d'une gravité souvent importante et qui peuvent donc nécessiter des prises en charge hospitalières et voire réanimatoires. On va voir un petit peu comment on traite ces infections. Mais voilà, en tout cas, bien retenir cette capacité, cette virulence et cette implication fréquente dans des infections bénignes et graves de Staphylococcus aureus, qui en fait l'un des primo-pathogènes suspectés dans les infections bactériennes. Dans le diagnostic, je vais vous faire peut-être quelques rappels. Je ne sais pas si c'est des rappels ou si c'est des choses que vous avez déjà, ou que vous découvrez avec moi. Quand on prend en charge dans un laboratoire de microbiologie et de bactériologie en particulier un prélèvement pour pouvoir faire un diagnostic de présence d'une bactérie et l'incriminer dans une infection, éventuellement apporter des éléments complémentaires sur sa sensibilité aux antibiotiques, on va dans un premier temps faire un examen direct. Cet examen direct, c'est observer tout de suite le prélèvement et essayer d'identifier la présence de bactéries. Donc cet examen, il a son intérêt parce qu'il est rapide, il peut être rendu dans les minutes qui suivent la prise en charge d'un prélèvement biologique dans un labo. Donc patient hospitalisé dans un service de soins, vous faites une ponction ou un prélèvement d'abcès, vous envoyez ça au laboratoire. Dans leur tissu, vous pouvez avoir certaines informations et ça peut vous aider dans la compréhension du phénomène. Ça, c'est l'avantage, c'est la rapidité. L'inconvénient, c'est la sensibilité de l'examen. Pour pouvoir observer des bactéries au microscope, il faut qu'il y en ait énormément dans un prélèvement. On est sur un ratio à peu près de 10 puissance 4 bactéries par millilitre de liquide biologique à adresser. Dans des tissus également, c'est à peu près un ratio qui est de cet ordre-là, qui fait que quand on en a très très peu, l'examen direct est négatif, mais ça n'empêchera pas d'avoir potentiellement cette bactérie présente dans le prélèvement. Il faudra attendre d'autres éléments d'amplification du signal, entre guillemets, pour pouvoir statuer sur son absence ou sa présence. L'autre élément qu'on peut voir sur cet examen direct en dehors de ces bactéries, donc là vous avez l'examen que je vous ai montré tout à l'heure, cette photo où on voit ces bactéries, ces coccygrammes positifs, c'est qu'on peut voir aussi des cellules, donc ça peut être un élément intéressant de voir si on trouve dans les cellules, notamment des cellules qui interviennent dans la réaction immunitaire et dans la défense locale, notamment voir si on voit des globules blancs, des polynucléaires neutrophiles par exemple, ça peut être un élément important. Et puis voilà, cet élément il peut être caractérisé par une réponse rapide, comme je vous le disais. L'autre chose qu'on fait en dehors de cet examen direct, c'est qu'on fait une mise en culture. Le but, c'est de mettre les bactéries dans des conditions optimales pour qu'elles se multiplient le plus vite possible. Donc on a des apports nutritifs entre guillemets et des apports atmosphériques d'autre part, c'est-à-dire qu'on les met dans des conditions de température et d'atmosphère en termes d'oxygène, d'absence d'oxygène, de présence de CO2 et autres, qui leur permettent de trouver ce qui leur convient pour se multiplier. Et le fait que ces bactéries se multiplient va faire que on va pouvoir les observer après sur nos géloses de culture. Donc voilà à quoi correspond ces milieux nutritifs. On parle de gélose nutritive. Donc il y a plusieurs types de géloses disponibles dans des laboratoires avec différents types de nutriments en fonction
des bactéries qu'on recherche, des éléments également qui permettent de rendre sélective la culture, c'est-à-dire qu'on va empêcher certaines bactéries de croître pour favoriser la croissance d'autres bactéries, pour pouvoir détecter spécifiquement certaines qui nous intéressent dans certains types de prélèvements. On a des flores commensales qui vont venir perturber un petit peu la lecture et la détection de ces bactéries pathogènes. Et donc ces éléments-là de mise en culture vont être faits au laboratoire dans la même temporalité que l'examen direct. Ils vont prendre plusieurs jours puisque les bactéries ont des temps de réplication qui sont plutôt longs et il va falloir attendre de 1 à plusieurs dizaines de jours parfois en fonction des bactéries pour pouvoir les détecter. Et statuer sur, ou ne pas les détecter, statuer sur leur absence dans le prélèvement biologique. Pour ce qui concerne les staphylocoques, et en particulier les Staphylococcus aureus, on est sur une bactérie qui se développe vite. Donc, globalement, sur des prélèvements suppuratifs, on a des délais d'incubation qui sont assez limités, qui vont de 2 à 5 jours en gros pour pouvoir statuer sur la présence ou l'absence de Staphylococcus aureus. Voilà. Dans ces limites de mise en culture, il y a plein de choses qui peuvent venir interférer. C'est d'une part la capacité à ces bactéries à être vraiment cultivables. On a des bactéries qui sont non cultivables et on en parlera la semaine prochaine. On a des bactéries notamment intracellulaires ou d'autres bactéries qui ont des caractéristiques différentes de celles que je vous évoque aujourd'hui, qui ne sont pas cultivables dans les conditions que je vous évoque et qui sont celles habituelles des laboratoires de bactériologie. Et puis l'autre, ça peut être aussi l'exposition à des antibiotiques qui décapitent. On parle de décapitation. La capacité de cette bactérie à croître sur le milieu de culture. Donc, c'est pas qu'elle est absente, mais c'est que l'antibiotique a réussi à inhiber sa capacité de croissance et ceci limite la capacité de détection. Donc, ça peut être d'autres éléments, certains éléments qui vont venir fausser un petit peu la lecture que l'on a de la présence ou pas de la bactérie dans le prélèvement biologique qui est expertisé. Je le disais, donc, diagnostic au laboratoire, examen direct, donc, staphylocoque, c'est des coccygrammes plus en amas, de manière générale, pas forcément le doré, tous les staphylocoques. L'autre élément important, c'est cette capacité à pouvoir croître sur les milieux en présence et absence d'oxygène. Donc, on parle de germes aéro-anaérobie. Les bactéries que l'on observe, je vous parlais tout à l'heure de staphylocoque doré et non doré. Voilà un petit peu des photos qui vous permettent d'imager tout ça. Je sais pas si vous voyez bien dans l'amphi, peut-être sur ceux qui sont en distanciel sur leur PC, c'est un petit peu plus net, vous le verrez sur le cours quand je vous l'enverrai. Donc en haut à gauche, vous avez ce staphylocoque qui pousse, qui est bien jaune, qui est bien doré. Donc là, on évoque la probabilis Staphylococcus aureus. C'est une bactérie qui est capable de produire une hémolysine, donc on parle de bêta-hémolyse, vous voyez en haut à droite. Donc on a ce halo plus clair autour des bactéries. C'est lié au fait que dans la gélose qui est utilisée ici, on a des hématies et que la bactérie arrive à liser les hématies et les lise complètement. Donc on a une zone plus claire qui est liée à cette hémolyse. Et donc, c'est une autre caractéristique de Staphylococcus aureus. Il y a d'autres staphylocoques qui ont également cette capacité d'hémolyser. Et en bas, par exemple, à droite ou à gauche, vous voyez bien que ces bactéries n'ont pas cet aspect jaunâtre qu'on a en haut à gauche. Et donc, on est sur ces staphylocoques blancs avec d'autres noms, Lugdunensis, Hemolyticus, par exemple. Et vous retrouvez sur cette diapo centrale, sur un même prélèvement, parfois, on voit cohabiter ces différents types de staphylocoques. Et vous voyez qu'on arrive à distinguer des fois macroscopiquement des colonies jaunes et des colonies blanches qui nous permettent de statuer sur la présence ou pas de différents types de staphylocoques. Alors c'est pas l'élément majeur pour diagnostiquer, identifier précisément à l'espèce. On a d'autres tests, mais c'est des éléments d'orientation qui permettent à un technicien de laboratoire d'identifier la présence de plusieurs clones et de pouvoir proposer ensuite l'investigation d'identification sur certains qui ont ces caractéristiques macroscopiques qui suggèrent la présence d'un pathogène. Dans les éléments qu'on utilise dans l'identification des bactéries, on utilise différents types de leurs caractéristiques. Donc, aujourd'hui, ce qu'on utilise beaucoup, c'est des techniques qu'on appelle MADITOF, de spectrométrie de masse, qui viennent exploiter des spectres protéiques qui constituent la membrane externe des bactéries. Donc ça, c'est un nouvel type d'analyse qui est arrivé il y a une dizaine d'années et qui permet d'avoir une très grande précision en quelques minutes pour identifier précisément à l'espèce différentes bactéries, notamment les staphylocoques. On utilisait aussi parfois des caractéristiques biochimiques, entre guillemets, donc des capacités de mise en évidence de certaines enzymes qui transforment certaines protéines ou d'un certain métabolisme de consommation de certains sucres des bactéries qui permettent d'identifier des caractéristiques secondaires qui sont différenciées entre les espèces et qui permettent d'apporter des éléments plus précis de l'identification du germe. Donc ça, c'est les éléments importants dans la prise en charge des prélèvements biologiques, c'est d'arriver à détecter la présence de bactéries et de l'identifier, donc de mettre en évidence dans l'infection la présence de Staphylococcus aureus, par exemple. D'autres éléments qu'on va réaliser au laboratoire après, c'est
pour aider à la prise en charge thérapeutique et au choix des antibiotiques qui peuvent être nécessaires à la prise en charge clinique, c'est de vérifier la sensibilité de cette bactérie à différents types d'antibiotiques adaptés aux germes et au site de l'infection. Et donc, on appelle ça un antibiogramme. Donc, on va mettre en présence la bactérie et l'antibiotique et on va voir si la bactérie arrive à se développer en présence de l'antibiotique et si oui, avec quelle limite de concentration d'antibiotiques, ce qui permet après de définir sa sensibilité dans la prise en charge habituelle thérapeutique aux doses posologie habituellement possibles chez l'homme, en fonction du site et encore une fois de l'individu par exemple et des risques de toxicité que peut représenter l'antibiotique chez la personne. Et donc c'est la seconde partie de la prise en charge, c'est cette réalisation d'antibiogramme. Ça, cette diapo, c'est juste pour vous présenter les caractéristiques biochimiques, par exemple. Donc, c'est ce qu'on faisait avant. C'était là, vous avez en bas notamment des puits avec différents types de couleurs. Donc, ces puits sont d'une certaine couleur au départ et changent de couleur à un moment donné. Et c'est lié à une caractéristique de la bactérie, de consommer un sucre, par exemple, de métaboliser un sucre ou de transformer une protéine, etc. Et ça, c'était un jeu d'identification de caractéristiques biochimiques qui était beaucoup utilisé il y a une dizaine d'années, qui est quasiment abandonné aujourd'hui du fait de sa lourdeur et de son délai de réponse qui nécessite beaucoup plus de temps que les spectrométries de masse et un peu moins de précision en plus. Dans cette analyse des bactéries et des prélèvements, donc je vous dis, par ces techniques de culture bactérienne, on arrive à identifier la présence de la bactérie. Parfois, c'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'on va vouloir savoir si cette bactérie présente certaines caractéristiques de virulence en plus. Et ça, pour cela, on va souvent avoir recours à la biologie moléculaire avec, une fois qu'on a la bactérie, cette capacité à définir la présence ou pas de certains gènes de virulence qui sont associés à la capacité de la bactérie à produire certaines toxines, par exemple. Donc, c'est ce qu'on fait sur les recherches de toxines staphylococciques. Il faut avoir isolé la bactérie et avoir défini qu'elle était présente dans le prélèvement pour ensuite aller, par des techniques de biologie moléculaire, détecter si elle est capable de produire des toxines staphylococciques, des toxines pentavalentines et autres. Donc, c'est parfois fait par les laboratoires, des fois par des laboratoires hospitaliers, parfois par des laboratoires nationaux de référence. C'est des techniques un peu particulières qui sont pas toujours déployées au quotidien de tous les laboratoires. L'autre technique dans la détection de la bactérie dans le prélèvement, je vous ai présenté la technique de culture bactérienne. Parfois, on a également des techniques de biologie moléculaire qui permettent d'aller chercher dans un prélèvement la présence du génome bactérien par technique notamment de PCR. Et ça, c'est une autre alternative dans le diagnostic qui peut être utilisée, notamment quand on a des bactéries pas cultivables. Ce n'est pas le cas de staphylocoque, mais ça peut être dans d'autres cas de figure. Et pour staphylocoque, c'est si on n'arrive pas à cultiver cette bactérie parce que, notamment, par exemple, on a pris des antibiotiques avant, qu'on a décapité, entre guillemets, la culture par la présence des antibiothérapies avant le prélèvement. Voilà. En ce qui concerne les staphylocoques non aureus, donc les staphylocoques à coagulase négative, je vous le disais tout à l'heure, donc on est sur un degré de virulence qui n'a rien à voir, une présence dans les infections communautaires qui est très rare. On le retrouve plutôt dans des infections liées aux soins. Et comme je vous le disais tout à l'heure, cette capacité d'opportunisme que présentent ces souches sur la présence de rupture de continuum cutané, par exemple avec la présence de cathéters, notamment, ou par des contaminations lors de chirurgie de prothèses qui sont posées dans l'organisme et qui se colonisent avec ces bactéries, par une asepsie qui n'est pas assez rigoureuse, par exemple, et qui fait que, présent sur ce tissu-là, cette bactérie arrive par production de biofilm à se protéger un petit peu des défenses qui peuvent essayer de l'éradiquer, et ça entraîne parfois, sur ces prothèses posées et portées longtemps, des infections secondaires qui peuvent être très problématiques dans leur prise en charge. Donc virulence nettement moins importante, mais pas complètement nulle. Et on a parfois des situations dans lesquelles on retrouve ces staphylocoques non aureus dans des infections réelles à prendre en charge et qui peuvent être parfois graves. Donc je vous ai mis certaines situations pathologiques, on les retrouve. Donc on parle beaucoup d'infections nosocomiales. Il y a deux exceptions dans lesquelles vous pourriez être amené en communautaire à avoir du staphylocoque non aureus. C'est une infection d'abord urinaire, notamment la cystite chez la jeune femme. On a un staphylococcus qui s'appelle Saprophyticus, qui a des caractéristiques à pouvoir coloniser l'épithélium vasculaire vésical, l'épithélium vésical, à adhérer au tissu et à provoquer des cystites.
notamment chez les femmes jeunes. Donc c'est un nom à retenir, Saprophyticus. Et puis l'autre, c'est Staphylococcus lugdunensis, qui lui est un staphylocoque plutôt de localisation cutanée et qui est un petit peu un cousin éloigné de Staphylococcus aureus, qui a un patrimoine de virulence qui est plus important que d'autres staphylocoques et qui peut entraîner des lésions superficielles cutanées et parfois un peu plus profondes. Il n'y a pas ce profil toxinique qu'on trouve chez Staphylococcus aureus, mais des capacités de lésions suppuratives, notamment superficielles, qui sont non négligeables, donc il faut bien le retenir. Et quand vous l'avez dans certaines lésions et dans certains abcès, c'est un germe souvent à traiter et à essayer d'éradiquer. Voilà ce qui est un antibiogramme, je vous le disais tout à l'heure. On va tester quand on a une culture positive, on va voir si la bactérie elle est sensible aux antibiotiques. Ça, c'est un exemple d'un antibiogramme en diffusion sur cette diapositive. Vous avez donc cette boîte carrée qui est une gélose nutritive sur laquelle la bactérie va pouvoir se multiplier si on la déploie. Donc c'est là ce que vous voyez, tout ce qui est un petit peu blanc sur le fond. Là, c'est une photo qui est pas en couleur. Ça s'appelle le coq doré, il est plutôt jaune, mais là, c'est une photo en noir et blanc pour la culture. Et vous voyez que on a posé des petits disques dessus, qui sont en fait des disques imprégnés d'antibiotiques avec une certaine concentration bien standardisée. Et on va voir, en mettant en présence la bactérie et cet antibiotique, si la bactérie arrive à pousser ou pas autour de cet antibiotique. Donc vous avez les points rouges, par exemple. Vous voyez que la bactérie elle arrive à pousser au contact de l'antibiotique. Ça veut dire que malgré des très fortes concentrations, là, quand on pose le disque, on a un gradient de diffusion. Donc plus on est proche du disque, plus on a une concentration forte en antibiotiques, plus on s'en éloigne, plus elle sera faible. Et donc, on voit qu'au contact de ces disques, les bactéries arrivent à croître. Et donc, ça veut dire que cette bactérie, elle résiste à l'action de cet antibiotique. Et donc, elle est résistante à l'antibiotique. Et puis, vous avez ces halos autour de certains disques avec ces cercles verts là, qui sont proposés. C'est que pour certains antibiotiques, vous voyez que la croissance bactérienne, elle est plus difficile à proximité du disque, et même des fois elle se fait à distance du disque, et par un jeu de mesures de diamètre là, qui sont bien définis avec des diamètres cibles qui sont liés à des études qui ont été faites sur les concentrations et les liens de concentration minimale inhibitrice vis-à-vis des bactéries. On arrive à définir que la bactérie est sensible à l'action d'antibiotiques, et donc que l'antibiotique peut être utilisé pour le traitement de cette infection. Voilà comment se fait techniquement un antibiogramme. L'intérêt, c'est de détecter si cette bactérie, donc, elle est sensible au traitement antibiotique. Donc, on a des profils dits sauvages, c'est-à-dire que naturellement, normalement, la bactérie ne produit pas certaines enzymes ou certains mécanismes de résistance aux antibiotiques, et donc qui permettent de définir des prises en charge probabilistes. Donc, habituellement, les staphylocoques sont normalement sensibles aux bêta-lactamines. On sait que ces bactéries, elles peuvent acquérir des capacités de résistance aux antibiotiques par différents types de mécanismes. Ça, vous avez dû avoir des cours, vous allez en avoir sur la notion de résistance des bactéries aux antibiotiques et ces mécanismes de résistance. Et donc, le jeu est de définir si la souche qu'on a isolée dans le prélèvement a réussi à acquérir ces mécanismes de résistance qui sont liés à des gènes de résistance qui sont portés par la bactérie, qui lui permettent de produire ces éléments de résistance. Et donc le jeu de l'antibiogramme va être de définir cette sensibilité ou non aux antibiotiques. Donc le traitement de choix habituel des staphylocoques, ce sont les bêta-lactamines, sachant qu'au sein des bêta-lactamines, la bêta-lactamine la plus intéressante, c'est souvent une pénicilline, qui est la pénicilline M, qu'au sein de cette grande famille des bêta-lactamines, souvent les pénicillines sont plus efficaces que les céphalosporines, et que dans les céphalosporines de première, deuxième, troisième génération, les dernières générations n'ont pas une activité plus importante, voire elle est moins intéressante que celle de première génération. Ça, c'est des éléments intéressants à retenir. Et dans cette grande famille des bêta-lactamines, donc vous avez là ces jeux de C1, C2, C3G, où vous voyez que les grammes plus sont plutôt sensibles au C1G, alors que les grammes négatifs, les bacilligrammes négatifs, plutôt sont sensibles au C3G. Et dans ce jeu de résistance, ces deux mécanismes principaux de résistance qu'acquiert staphylocoque pour résister aux antibiotiques, il est de deux ordres. Le premier, c'est la capacité à se munir d'une capacité de produire une enzyme qu'on appelle une bêta-lactamase et souvent une pénicillinase qui permet de détruire les bêta-lactamines, notamment les pénicillines, d'empêcher l'action de cet antibiotique sur son site, sur staphylocoque. Il produit cette enzyme qui va venir détruire l'antibiotique avant qu'il atteigne sa cible, qui est la protéine liant les pénicillines sur la membrane externe. Et l'autre, c'est sa capacité à modifier sa cible, c'est-à-dire que la cible habituelle que l'antibiotique vise a été transformée, et donc l'antibiotique n'arrivera jamais à se lier à cette cible, et donc à entraîner ensuite les événements cellulaires qui entraînent la destruction ou la stase de la croissance ou la destruction de la bactérie. Et donc pour les bêta-lactamines, c'est ce qui se produit régulièrement avec l'acquisition d'une PLP exogène. Les
Dans ces deux phénomènes, il y en a un qui est très fréquent, c'est-à-dire qui est quasiment systématique, qui touche 90% des souches de staphylocoque, qui fait qu'on sait qu'on le détecte très souvent et qu'on n'utilise pas ces antibiotiques en première ligne sur le traitement du staphylocoque, c'est la présence d'une pénicillinase. Donc vous allez rarement utiliser une pénicilline en première ligne pour traiter un staphylocoque, notamment les pénicillines de type A. Sauf que cette pénicillinase, elle touche pas les pénicillines M. Donc ça, c'est pour le coup le traitement souvent de référence de l'infection à staphylocoque doré, notamment. L'autre possibilité, c'est aussi d'associer à l'antibiotique, à la molécule source, un inhibiteur de pénicillinase, c'est-à-dire qu'on associe dans la même molécule, la même entité antibiotique, l'inhibiteur plus la molécule source, et donc l'inhibiteur va venir bloquer l'action de l'enzyme et permettre l'atteinte de la cible par l'antibiotique. Et donc c'est ce qu'on trouve notamment avec l'amoxicilline, qui est une pénicilline A, qui est associée avec un inhibiteur qui est l'acide clavulanique. L'acide clavulanique est un inhibiteur de bêta-lactamase, donc va venir inhiber l'action de la pénicillinase et permettre à l'amoxicilline d'atteindre sa cible et d'agir. Le phénomène de modification de cible, atteinte de modification de cette capacité de la bactérie à se lier à sa cible, bon, il est plutôt rare, c'est Staphylococcus aureus. La Réunion, on est à peu près à 3 à 4% de résistance de cet ordre-là. Cette résistance par modification de la cible, il représente l'inconvénient que les pénicillines M qui étaient efficaces dans le cadre de la production d'une pénicillinase, là, ne vont pas pouvoir agir, et c'est même l'ensemble des bêta-lactamines qui ne pourra pas agir. Donc, ce sera une classe thérapeutique qui sera plus du tout utilisable dans les infections à staphylocoque, alors que c'est souvent le choix numéro 1 qui est fait pour différentes raisons dans le traitement des infections à staphylocoque. Donc, cette présence de modification de cible, elle est exceptionnelle sur les staphylocoques dorés, qui sont liés, nommés staph résistant à la méticilline, donc on appelle ça SAMR ou SARM, et qui sont donc plutôt exceptionnels. C'est beaucoup plus fréquent pour les autres cas d'infection à staphylocoque, notamment à staphylocoque non aureus, où là la présence de cette méticillino-résistance, cette résistance par modification de cible est nettement plus présente et nettement supérieure à 50%. Dans un tableau de synthèse, voilà ce que je vous disais, sensibilité habituelle aux bêta-lactamines. Quand on a une présence d'une pénicillinase, on a donc une activité des pénicillines G et A. On va retrouver une action de la pénicilline M, qui est l'oxacilline, que vous voyez là au centre. Et vous voyez que quand vous associez à ces pénicillines un inhibiteur, c'est le cas de la case avec par exemple amoxicilline plus acide clavulanique, d'une souche résistante, vous devenez sensible. Quand vous avez une souche qui est avec cible modifiée, ce qu'on appelle les métières, donc ça, c'est transformation de la PLP cible habituelle. Là, on a une résistance à l'ensemble des bêta-lactamines et vous voyez qu'il n'y a pas d'alternative, même avec, on n'a pas d'inhibiteur, de restaurateur de cible, entre guillemets. Et globalement, le message à retenir, c'est que dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser les bêta-lactamines. Alors, il y a quelle subtilité, vous le verrez peut-être dans le cours avec certains de mes collègues, notamment infectiologues, c'est qu'on a maintenant de nouvelles bêta-lactamines qui arrivent, qui ont tendance à parfois à pouvoir contourner ce problème, mais c'est vraiment pas utilisé de manière très fréquente. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est ces deux mécanismes et ces impacts dans la capacité à pouvoir utiliser bêta-lactamine ou pas. Une chose importante à retenir dans les souches qui sont dites méticillino-résistantes, donc avec modification de cible, c'est que régulièrement, elles sont aussi associées à des résistances à d'autres classes thérapeutiques. Donc on parle de bactéries multirésistantes dans ces cas-là, qui réduit l'arsenal thérapeutique et le choix des traitements possibles. Donc c'est là où l'antibiogramme est intéressant, parce que c'est comme ça qu'on va identifier les molécules qui restent possiblement actives. Donc il reste, on n'est pas dans des impasses thérapeutiques, on arrive à en identifier avec des molécules qui sont parfois moins faciles à manier, qui sont des molécules injectables et qu'on peut pas prendre par voie orale, qui ont une certaine toxicité, etc. Il y a quand même quelques écueils à ces alternatives, mais elles existent. L'élément à retenir là-dessus, c'est que parfois sur ces bactéries multirésistantes, alors c'est vrai pour ce staphylocoque, vous le verrez dans d'autres cas de figure avec d'autres bactéries, c'est qu'on va essayer de prévenir la diffusion de cette bactérie vers d'autres patients, puisqu'on est sur des complexités de prise en charge, et donc on va mettre autour de ces patients des mesures particulières de prise en charge, d'hygiène, on va dire. On va upgrader un petit peu les contraintes et les éléments de prise en charge pour essayer de réduire au maximum cette diffusion inter-patient ou dans la communauté et diminuer le cas de figure de ce risque d'infection avec ces bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc c'est là où vous verrez avec mes collègues hygiénistes notamment comment
on traite et on isole. Parfois, les patients, on les isole entre guillemets dans des chambres à l'hôpital. On évite de les mettre avec d'autres personnes dans la même chambre. Il y a du matériel qui est désinfecté différemment parfois. Des procédures d'hygiène environnementale qui préviennent l'installation dans l'environnement et le risque de transmission à d'autres patients, etc., etc. Ça, c'est pas forcément sur Staphylococcus aureus, mais de manière générale dans la prise en charge de ce qu'on appelle les bactéries multirésistantes, BMR ou BHR, bactéries hautement résistantes. Dans le traitement, juste le principe de traitement, vous avez des cours avec des infectiologues qui sont beaucoup plus précis que cela, et vous le verrez dans vos stages futurs pour les prises en charge. Et l'un des éléments importants dans les traitements sur les infections suppuratives notamment, c'est la baisse de l'inoculum bactérien et donc notamment le drainage de la suppuration, qui parfois peut être même suffisante sur des infections superficielles. Et parfois, on va associer une antibiothérapie. Donc, vous voyez que le choix, il est lié au délai de documentation de l'infection. Donc, parfois, il est probabiliste dans un premier temps. Donc, vous aurez des éléments épidémiologiques à maîtriser dans vos futurs exercices pour savoir quelles sont les molécules à utiliser en première ligne devant tel ou tel syndrome clinique. Et puis, quand on arrivera à documenter l'infection, à identifier la bactérie impliquée, grâce à ces éléments-là, vous pourrez déjà réadapter souvent le traitement antibiotique, dans un premier temps sur ne serait-ce que la présence de la bactérie et son espèce définie. Et puis après, dans un second temps, grâce à l'antibiogramme, vous pourrez affiner pour avoir un spectre le plus étroit possible sur l'infection concernée et une toxicité la moindre éventuellement. Donc ça, c'est lié à la présence de l'antibiogramme et à la capacité que le laboratoire arrivera à vous fournir sur la sensibilité de cette bactérie. Parfois, vous aurez des techniques de biologie moléculaire, notamment de PCR, qui viendront compléter cet élément-là de sensibilité par antibiogramme. Et puis attention donc à cette toxigénicité des souches. Donc c'est des souches qui peuvent fournir, on l'a dit, des toxines, notamment pour Staphylococcus aureus. Et là, l'élément que je peux vous donner également, c'est qu'on a certains antibiotiques qui sont à visée antitoxinique qui peuvent être utilisés. C'est-à-dire que leur présence, elle est pas notamment intéressante par leur effet bactériostatique et bactéricide qu'ils peuvent avoir sur la bactérie, mais également sur l'impact sur la réduction de production de toxines par la bactérie et donc à une amélioration de la résolution des symptômes observés chez le patient. Voilà, donc pour conclure, bactéries très fréquentes en médecine, parce que commensales chez l'homme, y compris pour Staphylococcus aureus, et vous l'avez vu, l'ordre de portage c'est à peu près 30%, et puis pour Staphylococcus aureus, une très grosse virulence qui fait que cette bactérie, vous la verrez très fréquemment dans des infections pédiatriques, adultes, à l'hôpital, en ville, et donc faut bien connaître cette bactérie et tous ces éléments de prise en charge, notamment thérapeutiques qu'on a évoqués, et que vous verrez par ailleurs avec certains de mes collègues. Ok, est-ce que vous avez des questions sur les staphylocoques? Parce qu'on a fini sur ce chapitre-là. Oui, est-ce que les noms de molécules, on doit les connaître, par exemple, l'oxacilline? Alors, dans ce cours-là, il faut retenir les principes, en effet, sur la pénicilline M, notamment, pour bien comprendre que c'est une molécule d'intérêt majeur. Vous allez le voir dans d'autres cours en plus. Donc, c'est important de retenir ces éléments sur les bêta-lactamines pour staphylocoque, en effet. Sensibilité à l'oxacilline et à la méticilline pour les souches, donc au pénicilline M. Et après, cette notion de résistance par mécanisme soit enzymatique, qui font que les pénicillines marchent réellement peu en dehors de la pénicilline M sur les staphylocoques, et que quand on a une modification de cible, on n'a aucune bêta-lactamine qui ne fonctionne. Je reviens encore sur le tableau, excusez-moi. Ouais. Méticilline n'apparaissait pas, mais l'oxacilline, est-ce que la méticilline est utilisée pour le traitement ou... Alors, c'est la même chose, c'est des pénicillines M. Si vous retenez le nom de pénicilline M, d'accord? Vous verrez dans ces pénicillines M, vous avez la cloxacilline, l'oxacilline, la méticilline, c'est des termes identiques, entre guillemets. C'est pas exactement les mêmes molécules, mais c'est des pénicillines M. Très bien, merci. Si on est OK, je vous laisse 5 minutes de répit avant le prochain cours, et puis on attaque sur les streptocoques, qui est le cours suivant. OK?